La fête de l'indépendance du Gambie traduit une nouvelle dimension, dont la trajectoire des relations sénégalo-gambiennes. Priorité accordée à la paix, la stabilité et la sécurité. Il y a aussi la prise en charge de la dimension économique. À ce niveau, le premier chantier prioritaire reste la construction du pont de Farafenni. Plus qu'une continuité territoriale, il s'agit d'assurer la libre circulation des personnes et des biens, avec une perspective beaucoup plus large d'intégration africaine. Elle part du Tanger pour tracer la voie d'un territoire africain et continental. Le chef de l'État est donc attendu en Gambie demain pour la fête de l'indépendance de ce pays. Il est l'invité d'honneur. Les activités portuaires et leur influence sur la croissance économique, le port autonome de Dakar montre la voie. De 2012 à 2017, son chiffre d'affaires est passé de 28 à 45 milliards de francs CFA. Le taux de croissance a suivi cette tendance haussière. Le directeur général du port autonome de Dakar a annoncé ses résultats à l'ouverture du 11e conseil de l'Association panafricaine de coopération portuaire. Cérémonie présidée par le Premier ministre, Yuru Yatouba. Les plateformes portuaires africaines mettent le cap sur la performance pour une croissance économique. Le port autonome de Dakar est dans la dynamique. Quand je prenais le gouvernail du port autonome de Dakar, le taux de croissance était de 1,7%. Aujourd'hui, nous sommes à 6,6%. Nous étions en 2012 environ à 10 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 17 millions de tonnes. Notre chiffre d'affaires, qui était de 28 milliards, a dépassé 45 milliards. La corrélation positive entre croissance économique et croissance portuaire est ainsi établie et pour de meilleurs résultats, des actions sont menées par l'APCP, l'Association panafricaine de coopération portuaire, et parmi ces actions, le renforcement de la coopération entre les associations sous-régionales, les démarches de rapprochement des ports de l'Afrique du Nord dans le cadre de la réorganisation de leur association, les démarches de rapprochement avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union africaine dans le but de renforcer la coopération et de mettre à disposition l'expertise de la PCB. La coopération devient incontournable dans le secteur maritime et portuaire, un secteur qui exige des investissements importants et de nouvelles infrastructures. Le Sénégal a trouvé une formule. Nous avons opté pour une spécialisation de nos quais à travers des concessions accordées à des partenaires privés bénéficiant sans conteste d'une expertise technique avérée et d'une solidité financière. Ayant hérité de ports anciens, il nous faut intégrer dans nos stratégies de développement économique le renouvellement, voire le renforcement, pour mieux les adapter aux exigences et mutations du transport maritime et à l'évolution de nos trafics maritimes respectifs. L'exemple du Sénégal peut inspirer les États membres de l'APCP. Ils ont adopté la démarche qualité dans les ports pour en faire des plateformes compétitives. Mettre fin à la concurrence déloyale entre ports d'Afrique, c'est l'invite du président Macky Sall aux autorités portuaires du continent. Le chef de l'État, qui a reçu aujourd'hui l'association des ports d'Afrique, souligne la nécessité d'une franche coopération entre acteurs portuaires pour assurer un commerce intra-africain plus compétitif. Par Birambi Gagnaïa. C'est une rencontre avec la communauté portuaire africaine qui vise à propulser l'économie du continent à travers l'intensification des échanges commerciaux. Le leadership du président de la République Macky Sall, salué et reconnu par les acteurs de l'économie maritime d'Afrique, qui lui décerne ici un prix d'honneur spécial pour ses performances réalisées à la tête du NEPAD, avec l'exigence de qualité, d'excellence et d'efficacité. Il s'agit surtout de renforcer la libre circulation des marchandises et promouvoir le commerce intra-africain. Nous travaillons donc à échanger nos expériences dans un contexte difficile, à faire des défis importants. L'accueil des grands navires, on n'était pas tous préparés pour ça. Le problème de cherté du coût de la vie, en regard des coûts de passage portuaire, le problème de sûreté, de sécurité maritime, de piraterie, le problème même de dématérialisation pour rendre performant les passages de la marchandise, faire des gains de temps.
Et tout ça dans un contexte de rareté des ressources, tant pour les ports d'abord, mais aussi pour les États. Et il s'agit à travers une réflexion d'échanger pour voir un peu les meilleures pratiques et avoir des résultats qui soient probants. Pour assurer une meilleure compétitivité et synergie des actions, le chef de l'État exhorte les autorités portuaires africaines à faire preuve de plus de solidarité, une coopération plus étroite en évitant la concurrence déloyale. Entre ports africains, vous devez harmoniser les standards et harmoniser un peu les bonnes pratiques, sans pour autant être vraiment dans une logique sauvage de compétition, puisque en définitive, vous serez tous perdants. Il faut bien entendu être compétitif sur vos tarifs. Il faut harmoniser sur la sécurité des ports. Vous avez des législations communes. Je pense que si l'Afrique parle d'une même voix, que ce soit au plan politique, au plan technique, au plan commercial, je pense que ça nous donne une plus grande force. Plus de 200 millions d'Africains n'ont pas accès à la mer, d'où la nécessité de renforcer le commerce intra-africain à travers notamment la réalisation d'infrastructures routières, des corridors et des chemins de fer. Par ailleurs, la modernisation des ports s'impose aujourd'hui pour rendre compétitifs les coûts des échanges économiques. L'impératif de mettre en avant le principe de libre-échange du commerce régional qui passera bientôt à un marché commun africain sans barrière douanière. De soulagement dans les villages de Diaré Mbolo et de Gungeji. Leurs ressortissants basés en France viennent d'y réaliser 2 forages. Ces infrastructures d'une valeur de 200 millions de francs CFA ont vu le jour grâce au concours du PAISD et de la coopération française. Abdoulaye Sikaré. Diaré Mbolo, à 40 km de Goudiri. Dans cette localité au cœur du Boundou, l'ambassadeur de France au Sénégal est venu inaugurer un ouvrage d'adduction d'eau potable de 75 mètres cubes. La fin d'un long calvaire pour beaucoup de villages de la zone. Nous sommes dans la zone du socle. Avant, les puits avaient une profondeur, au minimum une profondeur de 50 mètres. Donc les femmes utilisaient les chevaux, les ânes pour pouvoir accéder à cette denrée précieuse pour la vie des populations. Après Diaré Mbolo, c'est Gungeji, toujours dans la commune de Sinthiou Mamadou Boubou, qui réceptionne son forage de 50 mètres cubes d'une valeur de 45 millions de francs. Ces réalisations sont le fruit d'initiatives de développement des ressortissants des 2 localités basées en France. C'est plusieurs communautés de Sénégalais établis en France que nous avons pu mobiliser pour les inviter à travailler ensemble pour une fois et montrer que l'union fait la force, et cela a permis chacun d'apporter sa contribution et que nous avons complété à hauteur de 70%. Ces 2 forages viennent s'ajouter à la longue liste d'infrastructures réalisées avec le concours du PAISD et de la coopération française. Sur 10 ans, nous aurons dépensé à peu près 30 millions d'euros, ce qui doit faire à peu près 20 milliards de francs CFA, pour aider les migrants à aider leurs familles. Voilà, donc de la solidarité, de l'aide publique. Et quand on regarde ici l'extraordinaire accueil, on voit que ces projets sont utiles, qui changent la vie. Ils changent la vie des femmes, qui n'ont plus besoin de faire la corvée d'eau. Ils changent la vie des hommes et des femmes quand ils ont un poste de santé juste à proximité, ou quand ils peuvent développer le maraîchage et ainsi gagner un petit peu d'argent et aussi changer leur mode d'alimentation. Au-delà de ces réalisations, les partenaires œuvrent pour l'éradication de l'immigration clandestine. Nous ouvrons la série sur l'habitat social qui est en plein essor du reste dans la région de Dakar. Émergent de nouvelles cités à Diamniadio, Bambilor, Tivaouane Peulh, Niakhirate. Mais leur statut reste un gros point d'interrogation pour l'État et les experts en urbanisme. Diamniadio est une ville en devenir, c'est certain, mais du côté des autres localités, les populations s'interrogent. Elles craignent même le transfert de la banlieue vers ces nouvelles cités qui manquent de tout, ou presque. C'est l'enquête du jour avec Ibrahim Andong. Maktar Ndiaye a retrouvé du confort à Niakhirate. Sa nouvelle maison offre plus de commodités que celle qu'il avait à Dakar. Malgré tout, il se plaint. Imaginez une cité comme ça, qui n'a ni école, ni marché, ni poste de santé. Les enfants des résidents vont dans les écoles de Rufisque. Les réseaux d'assainissement, ça n'existe pas dans la cité. Non loin de Niakhirate, Tivaouane Peulh.
Dans la localité, beaucoup de commodités sociales font défaut. Ici, la crainte d'une banlieue en devenir est bien réelle, selon les habitants. Ce qui nous manque, la canalisation, des bouches d'incendie en cas d'incendie. Bon, le marché, nous n'avons pas de marché. Vous voyez nos femmes qui sont sur les ruelles. À Bambilor, par exemple, les populations aimeraient davantage s'épanouir. L'érection d'infrastructures socio-éducatives, une nécessité. Les populations viennent à Bambilor pour acheter des maisons, pour fuir l'inondation et l'étouffement. Mais c'est malheureux, ils n'ont pas veillé sur les assainissements. Bambilor a besoin des infrastructures pour les jeunes et des infrastructures qui abritent des lieux de loisirs, de divertissement. De l'espace, il en existe et visible un peu partout. Et face à la convoitise dont la commune fait l'objet, des initiatives ne manquent pas. Les autorités locales s'organisent pour mieux accueillir les nouveaux résidents. En les accueillant, je pense que nous devons sécuriser tout cela. Sécuriser, c'est quoi? C'est que les mettre dans des conditions qui leur permettent vraiment de vivre comme ils veulent dans nos communes. Et sur ce, vraiment, nous remercions la gendarmerie qui est prête à construire une brigade de gendarmerie dans la commune de Bambilor pour mieux sécuriser nos biens et nous-mêmes. Dans ces nouvelles destinations, la crainte d'une banlieue en devenir cache mal l'option prise par l'État, celle de l'urbanisation. La première localité ciblée est Diamniadio avec son pôle urbain. C'est une ville qui est construite aujourd'hui sur 1644 hectares et décomposée en 4 arrondissements urbains. Le pôle urbain essaie d'innover en mettant en place des clusters de développement économique centrés parfois sur l'éducation avec l'université, sur l'emploi et les activités industrielles avec le pôle industriel, mais aussi sur la culture et le sport avec l'aréna, etc., et le parc des expositions. Le tout sera structuré par une trame d'accueil qui est organisée autour de grandes infrastructures de base, la voirie, les réseaux divers, comme l'assainissement, l'adduction d'eau potable, l'électricité, le téléphone et même la fibre optique pour permettre aux habitants de cette future ville de pouvoir accéder facilement à l'Internet. Suffisant pour dire que le pôle répond aux normes d'une ville moderne. Aujourd'hui, au niveau du ministère du renouveau urbain, nous sommes en train de finaliser l'étude d'aménagement du pôle urbain de Dagakholpa, qui est un pôle qui est sur pratiquement 3000 hectares dans la zone de Diass et de Yen. Nous avons d'autres pôles au niveau de Dakar, le pôle de Deni Biram Ndao, de Diacksao Bambilor et le pôle de Yen. Maintenant, il y a 27 autres pôles, parce que ce n'est pas uniquement Dakar. Aujourd'hui, Dakar tient ses nouvelles destinations. Demain, le Sénégal des profondeurs sera servi. Pour clore la série Habitat social, demain vous aurez un reportage sur les logements sociaux qui sont à la portée de toutes les bourses et à livrer au mois de mars. Pour la première fois, on va voir ces images, une exclusivité de la RTS. Au Sénégal, le niveau de compétence des élèves de CM2 en mathématiques, langue et communication est au-dessus de la moyenne africaine. Les résultats du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie ont révélé que sur les 10 pays qui ont participé à l'évaluation internationale, le Sénégal occupe la 2e place derrière le Burundi. L'information a été donnée au cours d'un atelier de partage des résultats du PASEC organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Pape Kolingam. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémine indique que les élèves sénégalais en classe de CM2 disposent d'un bon niveau de compétences. Les seuils de maîtrise en mathématiques et en français dépassent largement le seuil minimum requis. En fin de 6e année de l'élémentaire, les élèves du Sénégal ont un seuil de maîtrise en mathématiques de plus de 61% qui dépasse le seuil minimum requis. Et en lecture, donc langue et communication, de près de 59% qui dépasse le seuil minimum requis. Selon les autorités éducatives, ces résultats encourageants s'expliquent par la combinaison de plusieurs facteurs. Un des éléments clés de réussite, c'est le niveau des enseignants.
L'autre facteur clé, c'est la disponibilité du manuel scolaire. Ces performances réalisées ces dernières années par le Sénégal cachent cependant des disparités entre les régions. On a vu que si les résultats ont été excellents au niveau de Dakar et de Pikine-Guédiawaye, ces résultats ne sont pas à la hauteur de la moyenne nationale pour ce qui est de la zone sud-ouest et de la zone sud-est. Il y a aussi l'aspect culturel. Je crois qu'il y a certaines régions encore au Sénégal qui sont plus ou moins réfractaires à l'école. Ils envoient leurs enfants tout simplement à l'école pour l'envoyer, mais quand même le suivi nécessaire et les dispositions pratiques qu'il va falloir prendre pour permettre évidemment à cet élève-là de pouvoir réussir à l'école. Souvent, fondamentalement, les dispositions-là ne suivent pas. En croire le ministre de l'Éducation nationale, les résultats de l'évaluation du PASEC et ceux fournis par d'autres organisations ne sont pas comparables, en ce sens que ni les méthodologies ni les cibles ne sont pas les mêmes. L'étude Diangando a évalué les enfants qui sont entre 9 ans et 16 ans. Donc ce n'est pas la même chose que l'enseignement élémentaire. L'étude du PASEC évalue les élèves de l'école élémentaire, du CI au CM2. Première différence. L'étude Diangando évalue tous les enfants, qu'ils soient dans le système éducatif ou en dehors du système éducatif. Et ce n'est pas bien ressorti dans les relations de la presse. La prochaine évaluation du PASEC est prévue en 2019. D'ici là, le Sénégal travaille à accroître ses performances. Et puis cet atelier de renforcement de capacité de planification sur les violences de genre en milieu scolaire, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont réfléchi sur la problématique pendant 4 jours. L'initiative est du bureau régional de l'UNESCO à Dakar en partenariat avec ONU Femmes et l'ambassade de France. Aminata Benfal. L'école est souvent définie comme un lieu d'apprentissage et d'épanouissement. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas pour certains élèves, notamment les filles. Elles sont souvent victimes de harcèlement. La violence de genre en milieu scolaire préoccupe les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Sénégal sont en conclave pour discuter de la problématique. Les violences de genre en milieu scolaire sont une grave violation de la dignité humaine. Les effets de cette violence sur les enfants et les jeunes sont considérables. Elles affectent la personne humaine, entraînant la souffrance imperceptible et des conséquences graves sur la santé, comme l'anxiété, une faible estime de soi et la dépression. Cet atelier qui vise à trouver une réponse aux violences de genre en milieu scolaire sera l'occasion de tenir des sessions de renforcement de capacité et de planification pour les acteurs de l'éducation. Cette activité qui vient à son heure est d'une importance capitale pour qui connaît les effets de la violence sur l'atteinte des objectifs en matière d'éducation. Déjà, le rapport EPT 2003-2004 notait, je cite, « Loin d'être des lieux sûrs d'apprentissage, les écoles sont souvent des espaces d'intolérance, de discrimination et de violence dont les filles sont de manière disproportionnée les victimes. » Pour venir à bout de ce phénomène, plusieurs stratégies sont développées. Au Sénégal, un ensemble de dispositifs a été mis en place. Il y a un cadre réglementaire qui est là, partant de la ratification de certaines conventions internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits de l'enfant. Au-delà de cela, la Constitution du Sénégal, en certains articles aussi, prend en charge cette question, et la loi 9905 sur le viol et le harcèlement. Le ministère de l'Éducation nationale en lui-même permet déjà à des filles qui sont en état de grossesse de revenir après la grossesse reprendre les cours, mais aussi à former beaucoup d'acteurs. Durant 4 jours, les pays qui prennent part à cette rencontre vont partager leurs expériences. Des recommandations seront également formulées pour éradiquer, sinon réduire les violences de genre en milieu scolaire. Le rapport mondial de suivi de l'éducation estime à 246 millions le nombre d'élèves touchés par le phénomène.
Et puis pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, le Sénégal a opté pour les sages-femmes itinérantes. Elles sont déployées dans les régions de Matam et Sédhiou. Pour ne pas les laisser à elles-mêmes, le ministère de la Santé les supervise. Une mission de sages-femmes seniors s'est rendue à Sédhiou pour faire du coaching à leurs jeunes collègues qui interviennent dans les zones éloignées et difficiles. Oumar Diaw. Le ferry s'apprête à larguer les amarres à bord des femmes sagement assises. Quoi de plus normal, ce sont des sages-femmes aguerries. Elles sont dans la région pour superviser les SAFI, les sages-femmes itinérantes. Le but majeur de notre venue ici du coaching, c'est l'amélioration de la qualité des services offerts au niveau des services de prestation de soins. Et précisément, on a ciblé cette fois-ci les SAFI. Les sages-femmes seniors n'ont pas mis beaucoup de temps à revêtir la blouse, à observer le travail et à orienter celles qui se déplacent de village en village pour offrir des soins. Chaque semaine, elles font 3 sorties au niveau des cases et des sites et elles ont 2 jours pour consulter au niveau du poste de santé. Il y a des jeunes qui sont très reculés. Quand on vient vers elles, elles sont contentes. Et elles sont beaucoup plus à l'aise encore pour le déplacement. Le déplacement est difficile et n'ont pas les moyens. Ces sages-femmes itinérantes font beaucoup d'actes allant des consultations prénatales à celles postnatales, en passant par les accouchements assistés. Obligés de trouver les patientes dans leur chambre, dans leur maison familiale pour pouvoir accomplir les tâches que le ministère nous a demandées. Il y a aussi l'offre de planification familiale, la vaccination, les consultations des enfants de moins de 5 ans et divers conseils sur la santé de la reproduction. L'expérience fait la différence. C'est des sages-femmes seniors qui sont venus nous coacher. D'habitude, comme l'adage le dit, les vieilles marmites font de la bonne chose. Âgée de 38 ans et mère déjà de 6 enfants, cette dame s'est enfin décidée. Elle a opté pour la planification familiale. Dans ces zones de forte tradition, les évolutions psychosociales se font très lentement. Il faut faire preuve de patience et d'ouverture. Bien saluer la personne chaleureusement. Il y a des éléments comme le caractère confidentiel de la visite pour que la personne vraiment puisse avoir confiance, l'intimité, vraiment le confort autour de cette femme-là. La présence des SAFI dans la région de Sédhiou a permis de relever les indicateurs de la santé de la reproduction. Les accouchements assistés ont fait un bond en avant. C'est tourné autour de 30 à 40% avant, parce qu'il n'y avait pas de sage-femme dans les postes de santé. Et aujourd'hui, les femmes qui sont venues accoucher dans la structure et qui ont été suivies par les sages-femmes, si on le prend, on tourne autour de 90%. Les SAFI ont donné beaucoup de satisfaction dans la qualité des services. Le taux de prévalence contraceptive est passé de 8 à 13%, ce qui n'est pas rien pour cette région. À l'issue de la tournée des sages-femmes seniors, un bilan satisfaisant de la mission a été tiré. Tout le problème est de voir comment pérenniser le projet prévu pour durer 2 ans sur un financement étranger. À partir de lundi prochain s'ouvrent à Dakar les assises sur l'audiovisuel africain sous l'égide de l'Union africaine de radiodiffusion UAR. Cette rencontre sera axée autour de la réflexion sur les contenus audiovisuels. Avec le directeur général de la RTS, le directeur de l'UAR était ce matin au siège du CNRA pour échanger avec les membres de cette institution sur cette rencontre hautement importante. René Massiga Diouf. Les échanges ont essentiellement porté sur les enjeux des assises de l'Union africaine de radiodiffusion, une rencontre hautement stratégique qui s'ouvrira dans notre pays à partir de lundi prochain sous l'égide de l'UAR. Le directeur général de cette institution, en compagnie du directeur général de la RTS, était venu délivrer un message sur ce grand rendez-vous des médias. La rencontre a donné lieu à de cordiaux échanges sur le rôle de l'instance de régulation dans un paysage médiatique en pleine mutation. Le nouveau cycle qu'inaugure l'UAR est un cycle différent, en des temps nouveaux, notamment avec l'explosion du numérique. Le directeur général du CNRA a fait un exposé complet sur les défis auxquels son institution est confrontée. Le directeur général de la RTS a quant à lui remercié son interlocuteur et magnifié son travail adossé à une expérience de plusieurs années dans le secteur des médias. Sur les assises de l'UAR, les grands axes des travaux ont été définis sur lesquels les participants réfléchiront. Et parmi ces activités, nous avons un forum sur les contenus. Vous savez qu'avec la numérisation, l'on pense beaucoup à s'équiper, acheter des équipements, des machines et autres, en oubliant toujours
mais alors toujours, hélas, la question des contenus qui est une question centrale. De nombreux autres sujets sont inscrits à l'ordre du jour. L'une des thématiques concerne l'avenir du service public de l'audiovisuel à l'ère du numérique, un choix dicté par le contexte actuel de floraison de supports de diffusion audiovisuelle. Des structures comme la RTS au Sénégal, le RTM au Mali ou la CRTV au Cameroun qui avaient une seule chaîne. Mais avec la numérisation, elles auront 6-7 chaînes. Il faudra qu'elles soient capables de fournir ces chaînes en programme attrayant et un programme instructif. Les trois structures comptent marcher ensemble dans la prise en charge des besoins générés par le nouveau contexte international des médias. Pour l'UAR, l'avenir de l'audiovisuel en Afrique repose sur la bataille des contenus dans les secteurs d'intérêt majeur de la vie des collectivités africaines. L'Internet partout, pour tous, c'est le nouveau défi lancé par la Sonatel pour poser son premier acte stratégique vers le Sénégal numérique 2025. La société de télécommunications a baissé ses tarifs sur l'Internet fixe et augmente les volumes de connexion mobile. Dame Silla. L'Internet partout pour tous, lancé par la Sonatel, répond à la politique du gouvernement à travers sa nouvelle stratégie Sénégal numérique 2025, qui, par une accélération du développement du secteur, vise l'accès du plus grand nombre à un Internet plus abordable et de meilleure qualité. Sonatel va accompagner cette stratégie Sénégal numérique 2025. À travers cet accompagnement, Sonatel va contribuer à réaliser l'ambition définie dans celle-ci de hisser le Sénégal parmi les 5 premiers pays africains les mieux connectés. À travers cet accompagnement, Sonatel va contribuer à réaliser l'ambition de la stratégie Sénégal numérique 2025 de hisser le Sénégal parmi les 5 premiers pays africains les mieux connectés. Pour accompagner la vision de l'État du Sénégal, Sonatel s'engage donc à rendre Internet accessible partout et pour tous en se fixant des objectifs clairs. Innover et étendre le réseau pour offrir une connexion de qualité enrichie à tous les Sénégalais où qu'ils soient. Et réduire les coûts de l'Internet pour rendre les multiples opportunités du numérique accessibles à tous. La Sonatel va appliquer une baisse comprise entre 15 et 20% sur les redevances annuelles et les frais de mise en service des offres ADSL pour l'Internet fixe résidentiel haut débit. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale 2025 et du PSE, le but recherché, c'est faire du numérique le cœur de la croissance économique. La baisse des tarifs sur Internet est officiellement appliquée à partir du 15 février 2017. Automobilistes, motocyclistes, que faire lorsque une panne vous rattrape la nuit? Se garer et attendre tout bonnement le lendemain ou appeler un mécanicien que vous connaissez. Sinon, il y a un endroit bien indiqué que Goumba Khatemar va nous faire découvrir et ça se trouve dans un quartier populaire de Dakar. Regardez. Un moteur qui trouble le sommeil. Il est minuit à HLM Raibi. L'avenue Cheikh Ahmadou Bamba est l'endroit privilégié de nombreux chauffeurs de taxi la nuit et pour cause. J'ai des soucis avec mon véhicule alors que je me trouvais à Guédiawaye, mais j'ai filé directement ici. On répare notre véhicule à des ESOP et des vestes quoi, et des Vendôme quoi. Non, 2000, 1500, 1000 francs. Moi je suis chauffeur de taxi, mais à chaque fois que j'ai des ennuis mécaniques, je viens ici. Parce qu'il travaille toute la nuit. Je vois tous ces taxis en plein dépannage. Ces dépanneurs sont connus pour leurs activités nocturnes. Si certains travaillent toute la nuit, d'autres sont sur place à partir de 10h jusqu'à... minuit ou 1h ou 2h des fois, je vais jusqu'à 3h. Il y en a qui passent la nuit. Parce que la nuit, il y a des taximans qui sont tombés en panne. Il y a des problèmes pour dépannage quoi. Ici il y a tout, il y a mécanicien, il y a électricien, il y a tout. Qu'est-ce que tu rêves ici, il y en a. Diagnostiquer la panne est une chose, trouver la pièce adaptée en est une autre, et ces dépanneurs de nuit l'ont bien compris. On vend ici des ampoules Ascad pour les lumières, tout ça. Nous vendons des pièces détachées. Attends, je vais vous montrer. Il y
ampoules ASCAD, des ampoules, tous les ampoules lumière quoi, on le voit ici, et les stops, des croix, devant des croix, et des klaxons, il y a tout quoi, on dépend ici tout quoi. Plus la nuit avance, plus le nombre de véhicules augmente. Ici, l'essentiel, c'est de se faire dépanner le plus rapidement possible pour pouvoir repartir. Le reportage du jour avec Koumbadja Ratemar. La logique des moyens ne sous-tend plus la gestion publique au Sénégal. La logique de résultat a fini par prendre le dessus sur les politiques publiques. Aujourd'hui, presque toutes les structures publiques autonomes dans la gestion ont signé avec l'État un contrat de performance. On les appelle les CDP, qui obéissent à un objectif d'efficience. On en parle dans la rubrique économie avec Aram Dawa. Inefficace, rigide. De tels qualificatifs, l'État ne veut plus qu'ils collent aux structures publiques. Voilà à peu près 6 ans que les maîtres mots sont désormais efficacité, efficience, qualité, l'esprit même des contrats de performance. Il y a une exigence d'efficacité socio-économique. Là, on se place du point de vue du citoyen en termes d'attente ou en tout cas d'effet attendu des politiques publiques. Il y a une deuxième dimension, c'est la dimension efficience. Là, on se place dans la posture du contribuable en termes d'optimisation des ressources. Il y a une troisième dimension qui est la dimension qualité du service rendu. C'est la nouvelle gestion publique qui passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Les contrats de performance concernent toutes les structures publiques ou parapubliques autonomes dans la gestion. Le contrat doit laisser apparaître clairement l'engagement des parties. L'État s'engage à vous allouer des ressources, vous vous engagez à atteindre des objectifs. On doit présenter un rapport annuel de performance. Il faut un bon dispositif pour suivre un peu comment on fait bouger les indicateurs, est-ce que les activités sont bien menées. L'université Cheikh Anta Diop est sous CDP depuis 2012. Avec une enveloppe initiale de 9 milliards, elle s'est engagée à réaliser 5 grands objectifs: amélioration de l'efficacité interne, de la qualité de l'enseignement, de la gouvernance, de ses relations avec le monde du travail et utilisation d'éthique. D'abord, pour ce qui concerne l'efficacité interne, ils ont mis en place un dispositif qui est baptisé le tutorat. Donc, c'est des tuteurs qui ont été recrutés pour aider les étudiants qui sont en difficulté. Et c'est le CDP qui paye ces tuteurs-là. Toujours l'efficacité interne, les enseignants sont formés en pédagogie universitaire. Ce n'était pas le cas avant. Pour ce qui concerne les TIS, vous allez dans toutes les structures de l'UCAD et vous allez constater on a pu acquérir beaucoup de matériel qu'on a distribué aux établissements pour améliorer les conditions de travail. Pour ce qui concerne les relations avec les entreprises, aujourd'hui avec tous les syndicats de patrons, nous avons un accord de partenariat. Les régies financières de l'État sont aussi des habitués des CDP. La douane en est à son 2e. C'est une nouvelle vision, c'est une feuille de route que la direction générale des douanes a. Cette feuille de route permet au directeur général d'avoir une visibilité large sur ce que nous sommes appelés à faire et ce que nous faisons présentement. Aujourd'hui, avec ce contrat, il faut comprendre que le ministère de l'économie et des finances s'est engagé à financer un certain nombre de projets qui vont à terme permettre à l'administration des douanes d'être plus compétitive, plus performante. La douane souligne comme acquis de ces CDP qui s'adossent sur un plan stratégique la modernisation de son administration ou encore les recettes. Vous savez que la douane participe au tiers des recettes de l'État. L'année dernière, nous en avons engrangé plus de 500 milliards, ce qui n'est pas moins important, compte tenu de l'utilisation que l'État en fait. Le second volet, c'est notre métier de tous les jours, c'est la sécurisation, c'est le volet lutte contre la fraude. Des performances, l'État en attend aussi des agences comme la CEPEX qui promeut les exportations. En fin décembre 2015, elle a également signé. Les objectifs, bien entendu, sont liés aux chiffres, globalement. Nous nous retrouvons sur 2015 avec une croissance des exportations soutenues à plus 13,7%. On est à 1370 milliards des exportations sur l'année. L'objectif, c'est chaque année d'avoir au moins 10% de croissance des exportations, mais également d'avoir un management stratégique qui
permet un pilotage excellent de la politique des exportations, d'améliorer l'offre exportable, d'accéder au marché, mais également de labelliser le Made in Sénégal partout dans le monde, quel que soit le secteur, quelle que soit la filière. Chacun a sa part d'objectifs et de moyens. Chacun doit aussi produire des résultats. Les experts en gestion connaissent bien le modèle. Ces contrats nous obligent à respecter ce qu'on appelle le processus de gestion. Quand nous l'enseignons aux étudiants, nous disons c'est un processus à 3 étapes. Vous avez information, décision, contrôle. Donc celui qui gère, il lui faut générer toute l'information utile pour la prise de décision efficace. Il lui faut prendre des décisions efficaces. Mais une fois qu'il prend les décisions, il doit contrôler l'efficacité de ces décisions. Les CDP sont généralement sur 3 ans renouvelables. Chacun signe avec sa tutelle. Les administrations ont une marge de manœuvre, mais à la fin, elles sont toutes évaluées. Nous allons travailler la main dans la main pour consolider les relations de partenariat entre le Maroc et le Sénégal, s'exprime ainsi le ministre marocain de la Pêche qui a présidé le salon Haliotis, un salon qui fait la promotion des ressources halieutiques. Une fois encore, le Sénégal a marqué sa présence. Envoyé spécial au Maroc, Cheikh Bamba Gueye. C'est parti pour la 4e édition du salon Haliotis à Agadir au Maroc. Le poisson et les autres produits de la mer sont à l'honneur. Haliotis, c'est le rendez-vous du secteur halieutique au Maroc et c'est le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche qui a présidé l'ouverture. Une visite dans les différents stands jusqu'à celui du Sénégal. Ici, le secteur privé et public et les démembrements de l'État ont montré les potentialités halieutiques du Sénégal. Dans notre stand, le ministre loue les relations excellentes qui existent entre le Sénégal et le Maroc. On est très ravis, une belle présence, une belle délégation, de beaux projets de coopération entre nos deux pays. On ne peut que se féliciter de la présence de tout le monde ici dans ce grand salon. Nous avons des projets par exemple pour le plan d'aménagement de Poulpe sur lequel nous travaillons ensemble, mais également sur la construction du village de pêche qui a été lancé par Sa Majesté et honorable président. Et donc nous travaillons la main dans la main pour construire encore mieux les relations de partenariat entre les opérateurs marocains et sénégalais. Le salon Haliotis qui se tient ici à Agadir au Maroc constitue de réelles opportunités d'échange et de partenariat. Pour cette 4e édition, le Sénégal s'illustre par une participation active avec un grand stand de 50 mètres carrés. De par sa dynamique capable de porter la croissance très loin, la pêche intègre les grands axes du plan Sénégal émergent, le référentiel des politiques économiques et sociales issues de la vision du président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal a à sa disposition un stand de 50 mètres carrés, entièrement équipé, il faut le dire, conception sénégalaise, avec les différentes structures du ministère de la Pêche et de l'économie maritime qui sont ici représentées, mais aussi avec le secteur privé industriel, le secteur privé artisanal. Donc nous avons les femmes qui font la transformation des produits de la pêche au niveau artisanal, mais nous avons aussi les industriels de la pêche sénégalaise. C'est un secteur qui crée de la richesse, c'est reconnu par le président qui lui a assigné des objectifs, surtout au niveau de l'axe 1 de la transformation structurelle pour créer la richesse, faire des emplois. Mais on retrouve aussi la pêche au niveau de l'axe 2 et même au niveau de l'axe 3 pour la gouvernance. Ainsi donc, cette 4e édition du salon Haliotis, rendez-vous du secteur halieutique à Agadir au Maroc, a tenu toutes ses promesses avec une illustration de la diversité et de la richesse des ressources halieutiques. Le Sénégal, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, est un partenaire de taille grâce à une force économique appréciée de toutes parts. L'actualité internationale nous conduit en Angleterre, en Irak et au Burkina Faso où la justice va poursuivre les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Cher Traoré. Les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré devant la justice, ils seront jugés avant la fin du mois de mars, a précisé Armand Ouedraogo, le procureur général de la Haute Cour de justice cité par le site de Jeune Afrique. Ces ministres sont poursuivis pour la répression des jours de colère d'octobre 2014. 24 morts et 625 blessés ont été enregistrés.
La justice reproche aux inculpés d'avoir, en Conseil des ministres, fait appel à l'armée pour réprimer les manifestants. Blaise Compaoré, qui assurait les fonctions de ministre de la Défense, est également visé par la justice. Ces ministres sont poursuivis pour assassinat, complicité d'assassinat et coups et blessures. Le président Mohamed Buhari est en bonne santé. La révélation est du président du Sénat en visite à Londres. Le chef de l'État nigérian séjourne depuis près d'un mois dans la capitale anglaise pour des examens médicaux. Il a reçu ce jeudi les présidents